Bonjour, ici Dominique pour le podcast Dans la tête. Ici, c'est le troisième vidéo qu'on fait sur ces couples qui sont heureux. Celui-ci s'intitule Les 5 étapes de l'évolution d'un couple heureux. En fait, on va commencer par tout simplement les 5 étapes de l'évolution d'un couple. Je vais commencer par énumérer les 5, puis après ça, on va les passer un après l'autre. Vous allez voir, là, c'est quand même quelque chose qu'on connaît assez bien, mais c'est pas quelque chose où qu'on en, tu sais, on le sait, mais c'est comme si on le voyait pas, on n'en était pas toujours conscient. La première étape est simple, simple, simple. C'est ce qu'on appelle la lune de miel ou la phase passionnelle. La deuxième, c'est la lutte pour le pouvoir ou période d'adaptation. 3, c'est partage du pouvoir ou période de stabilisation. Le quatrième, c'est l'engagement ou ce qu'on appelle le véritable amour. Puis le 5, ben, c'est l'ouverture sur autrui. Vous, vous allez voir, la un est simple, tout le monde la connaît, on va aller dedans. La 2, c'est là où la plupart des couples se séparent. La 3 et la 4, c'est pas grand-chose de très théorique ni de très profond. Puis la 5 non plus, là, c'est la plus courte des étapes, en fait. Euh, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de couples. C'est bien rare que les couples dépassent l'étape numéro 2. On peut stagner là longtemps, 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 des années, des années. On peut être dans 10 ans en couple avec la même personne, puis on est pris dans l'étape numéro 2. On peut être en couple 3 ans, 5 ans, 6 mois. On peut enchaîner les relations. C'est plate, mais souvent, c'est à l'étape numéro 2 que tout plante. Les étapes ne sont pas nécessairement chronologiques non plus, ils ne sont pas linéaires. Elles se superposent l'une l'autre. Puis elle est en mouvement, elle est élastique. Tu sais, il n'y a pas il a pas de moment prédéfini ou de caractéristiques, de catégories bien définies qui dit là, je suis rendu à cette étape-là. On peut aussi bien en franchir une que revenir en arrière des fois. Surtout dans les moments les plus difficiles, les moments de stress intense, les moments de deuil, mettons, ou les moments de changement, d'adaptation intense. Souvent, on va retourner à nos anciens patterns, comme on appelle. On va retourner à l'étape numéro 2, qui est la lutte de pouvoir. Vous allez voir quand même pourquoi. Si on revient, l'étape numéro 1, la lune de miel, elle est décortiquée elle aussi en plusieurs sous-catégories. Euh, Ça va vous rappeler en fait pas mal de choses que les gens vivent et dans un langage commun où on se dit qu'il y a plein de gens qui sont écœurés de faire ça, sont tannés, qui trouvent que c'est pas naturel, qui trouvent que c'est le retour sur le marché, on pourrait en nommer plein. C'est la séduction. La séduction a pour objectif d'attirer l'autre, son attention, l'attention de l'autre par plusieurs moyens de prendre un certain contrôle aussi sur l'autre, surtout contrôle émotionnel, tu sais, dans le sens où c'est pas un contrôle coercitif ou plate, là, c'est vraiment, on veut que l'autre nous voit, on veut que l'autre nous parle, on veut l'attention de l'autre, on veut que l'autre vienne vers nous. Fait que c'est pour ça qu'on dit un peu prendre une espèce de contrôle émotionnel, parce qu'on va faire plein de choses dans le but que l'autre nous regarde. Ça va être aussi d'assurer la satisfaction de ses besoins nécessitant une autre personne. Ici, on peut rentrer dans la sexualité, mais ce n'est qu'une partie de celle-ci. C'est tous les besoins. Quand on apprend à se connaître, le besoin de se sentir aimé, de se sentir exister, celui d'être écouté, celui de plaire, celui de. En tout cas, on peut aller dans tout plein. Fait que dans le point 1.1, l'attirance, toute personne rencontre sa part, rencontrer excusez-moi, toute personne qui va rencontrer, il va avoir une part inconsciente puis une part consciente. La part inconsciente, c'est ce qu'on appelle souvent les phéromones. Ça va susciter aussi une réaction de sympathie ou d'antipathie envers une personne. Ça va être de l'attirance, de la répulsion. Souvent, ça, c'est très inconscient, on s'en rend pas compte. Des fois, on va rencontrer une personne, on va faire, oh mon Dieu, cette personne est belle, elle est magnifique, puis on va s'entendre comme ça, puis d'autres fois, on va rencontrer quelqu'un, on a un dégoût profond, puis on va s'en éloigner. C'est toute la part inconsciente, ça se fait quand même tout seul. La part consciente, elle, ben,
c'est plate à dire, mais elle fait des milliards dans l'industrie. On s'entend, là. C'est toutes les applications Tinder, c'est tous les sites de rencontres, c'est toute la publicité qui est faite là-dessus, le marketing, comment on vend, comment la porno, le travail du sexe un peu de tout, là, tu sais, c'est le corps étant l'objet de séduction le plus visible, le plus utilisé. C'est mettre en valeur le corps en premier. Puis tu sais, ce qui est un peu plate, c'est que c'est la femme qui va beaucoup mettre son corps en valeur parce que chez l'homme, psychologiquement, c'est surtout le côté visuel qui va l'attirer. En premier lieu, on parle. On est toujours à l'étape 1 de l'attirance. Là. On n'est pas ailleurs que juste dans l'attirance. Fait que c'est toute la part de le visuel qui va faire susciter quelque chose chez lui. Tandis que, tu sais, l'homme, souvent, c'est ce qu'il fait, c'est l'argent, c'est le pouvoir, entre parenthèses, là. C'est souvent ce qui va attirer la femme chez l'homme. Mais on s'entend, c'est pas parce que c'est le pouvoir que je vais être en couple ou que je t'attirerai à 100%. C'est l'attirance la plus basique possible. C'est tu m'intéresses ou tu m'intéresses pas. Point. On n'est même pas plus loin que ça. Parce qu'au point 1.2, c'est c'est les regards et les sourires. Oh, là, tu vois, on n'est pas très loin de, on est toujours dans la lune de miel, dans l'attirance, mais on ajoute une couche de plus. Là, c'est les regards, c'est les sourires que les personnes se font qui va avoir un effet. On arrive au 1.3 qui est la conversation. Ce qui est dit, comment c'est dit. Puis c'est tout ce qui englobe aussi le langage corporel. Parce que c'est à peu près entre 50 et 60 et des fois plus de pourcentage qui est la communication va être dans le non-verbal, le langage corporel. On va ajouter là-dedans le ton de voix. Et l'intonation vocale, c'est à peu près 38% de la conversation. Et le sens des mots, les sujets de conversation, les centres d'intérêt, toutes ces affaires-là, c'est à peu près que 7%. Encore une fois, il faut faire attention. Ici, on est toujours juste dans la lune de miel, dans la séduction. On n'est même pas dans genre plus loin que ça. On n'est même pas dans le couple encore. On est très loin de là. On est juste au début. Par la suite, on arrive au 1.4. Là, c'est le contact physique. Là. Nous pensons souvent que c'est l'homme qui sont les premiers à faire le contact physique. En fait, le plus souvent, c'est la femme qui va en faire un premier, mais ils vont être tellement subtils, beaucoup plus subtils que chez l'homme. Ça va être juste un effleurement de la peau, du bras, de l'avant-bras, de quelque chose. Et ils vont le faire. Puis l'homme va souvent penser que c'est fait de manière naïve, mais non, c'est très voulu, c'est très calculé. C'est un message. Voici le message corporel qui est montré, c'est tu m'intéresses, continue à me séduire. Ce n'est pas tu m'intéresses, saute-moi dessus sauvagement. Tu m'intéresses, séduis-moi encore. Plus tu vas me séduire, plus je vais être contente. Tu sais, mais ce qui est dommage ici, c'est que beaucoup d'hommes ont de la difficulté à le décoder. Et puis, comme les hommes ont une éducation qui est de ne pas être proche de ses émotions, moins aujourd'hui, on le sait, mais quand même, ils sont plus dans l'action, ils vont plus comprendre je fais de quoi, puis là, ils comprendront pas. Ben là, tu voulais pas. En tout cas, là, je parle de manière générale. Ça veut pas dire que tout le monde est comme ça. C'est plate, mais les femmes sont plus conscientes des gestes qu'ils vont poser, ils ont plus de symbolisation, ils vont plus vouloir dire quelque chose. Les hommes ont plus de misère à le lire. Pas tous, mais beaucoup quand même. Il y a aussi des femmes qui ont de la misère à le lire, des fois, ça arrive. Et toutes les. Et une petite information pour le fun, la science de l'anthropologie ont démontré que dans le temps, c'était 75% du temps, c'était la femme qui faisait les mouvements. Puis l'anthropologie, là, c'est vraiment l'étude des peuples, là, des groupes, des autres peuples qui ont existé, des peuples qui existent. Pratiquement partout, c'est la femme qui fait les premiers moves, mais c'est plus subtil, c'est plus petit. L'homme, c'est plus flagrant, c'est plus gros. C'est souvent lui qui va plus prendre dans ses bras, qui va faire un mouvement d'embrasser directement, qui va
Tu sais, ça va être plus grand, ça va être plus visible, mettons. On arrive au 1.5. Là, c'est ce qu'on appelle la danse de l'amour. C'est là qu'on rentre plus. Tu sais, vous voyez, l'étape 1.1 à 1.4, ça peut se faire en quelques secondes, ou en 5 minutes, en quelques temps. C'est très, très, très court. C'est pas sur plusieurs jours, là. La 1.5, elle peut se faire en une seule soirée, comme elle peut se faire sur plusieurs rencontres, sur plusieurs semaines, sur même plusieurs mois. C'est la danse de l'amour. C'est la période où, de lune de miel pour vrai, on apprivoise l'autre personne, on fait des dates, on fait des activités. C'est là qu'on couche ensemble, qu'il y a de la sexualité, qu'il y a de l'apprentissage l'un de l'autre. Chez les passionnés, tu sais, comme dans l'autre podcast qu'on a fait avant un peu, on a parlé des passionnés, de l'amour véritable. Les passionnés, elle est très rapide, cette phase-là, et très intense. Ça se peut se passer en une seule soirée. On passe toutes les étapes. Comme ça peut être juste en quelques semaines, puis on passe après ça au suivant. Tandis que chez d'autres personnes, tu sais, ça va être plus lent. Ça va prendre plus de temps. Et c'est là qu'on va appeler ça, tu sais, quand on dit on est en fréquentation. On est dans la phase fréquentation. Toute la danse de l'amour se fait tranquillement. On apprend à se connaître. Ou j'ai déjà connu ce qu'on appelle une fréquentation bâtarde, quand on veut un peu plus se détacher de la relation encore plus. C'est ce qui met fin à la première partie, la première étape de la lune de miel. Par la suite, on rentre dans le point numéro 2 qui est la lutte de pouvoir. Quand on commence à être en relation, on aimerait ça aller plus loin. Là, on est plus dans une question existentielle, puis c'est souvent là que les gens veulent les thérapies de couple, c'est là que tous les problèmes arrivent, c'est là, c'est une phase de crise existentielle, en fait, chez chacun des deux protagonistes, on va dire. En fait, chacun vit un vide existentiel et le couple vient un peu provoquer cette sensation, parce qu'après la lune de, avait provoqué après la lune de miel. C'est la lune de miel nous donne une illusion que l'autre comble ce vide, euh, de vivre une fois la lune de miel terminée. Le couple existe d'une certaine manière pour créer la crise. Parce que quand on est avec une autre personne, en fait, ben, inévitablement, on est à la rencontre de nous-mêmes en même temps. Tu sais, notre sens, ça vient un peu dire que notre sens de l'identité se structure à partir de deux perceptions. La personne est unique. C'est celle que chacun d'entre nous porte sur lui-même, une perception qui vient de l'intérieur de soi. Elle est formée du schéma corporel, mais aussi de la conscience de soi. C'est cette perception qui permet à chacun de dire je ou moi et, et de se différencier de l'autre à qui l'on dit tu ou toi. C'est en ce sens que chacun se retrouve seul au monde, seul au centre de soi. Par contre, c'est ce sentiment de solitude qui nous pousse vers l'autre, lequel autre nous procure la deuxième perception de l'identité, une perception qui vient de l'extérieur de soi. C'est d'abord en étant influencé, éduqué par la perception de notre entourage lors de notre enfance et en contestant cette perception externe lors de l'adolescence que nous construisons notre identité interne et que nous devenons ce que nous sommes. Cette recherche d'identité, d'indépendance se manifeste tout d'abord par une affirmation négative, la contre-dépendance. C'est ce qu'on appelle l'individuation, la différenciation d'avec l'adulte, d'avec le parent, mais d'avec l'adulte en général quand on est ado, là, et en tant que jeune adulte des fois. Le jeune adulte commence par définir son non-moi pour pouvoir dire par la suite je suis ce que je suis moi. Pour y parvenir, il doit sans cesse valider son moi intérieur avec l'image de lui-même que voyons, que son entourage lui renvoie constamment. Lorsqu'il y a une concordance entre les deux perceptions, tout va bien. Les conflits sont d'autant plus grands qu'existe une discordance entre les perceptions internes et les perceptions externes. Donc, ce qu'on pense de nous et ce que les autres disent de nous. Il va y avoir, quand ça va dans le même sens, tout le monde est content.
mais ça arrive souvent. Ça va pas concorder, ça va pas ensemble. Donc, ça va peut-être générer ce qu'on appelle un conflit. L'acquisition de l'identité rend possible l'intimité. Ce qu'on a dans l'autre podcast, qu'est-ce qu'on appelle les confidences, se parler de soi, laquelle l'intimité confronte et valide l'identité. Mais ici encore un paradoxe. Pour être capable d'intimité, nous devons savoir qui nous sommes. Mais pour savoir qui nous sommes, nous avons besoin du regard intime de l'autre, d'un autre. Pour compliquer la situation, l'autre est aussi en recherche d'identité et a besoin du regard de l'autre pour mieux se connaître. Et c'est là que tout devient compliqué. Chacun se cherche et se cherche dans le regard de l'autre. Chacun se cherche. Voilà à quoi sert le couple, à créer des occasions permettant la confrontation de ces paradoxes. Ces occasions peuvent difficilement être autre chose que des crises. À l'intérieur d'un couple, nous osons nous révéler tels que nous sommes afin de valider par le regard approbateur ou désapprobateur de l'autre notre perception de nous-mêmes. Nous sommes en recherche d'une double validation. La validation de soi par soi-même et la validation de soi par l'approbation de l'autre. Et nous espérons que la validation de l'autre sera toujours conforme à notre propre validation. Ces deux perceptions sont nécessaires pour structurer notre identité personnelle, mais c'est l'illusion de croire qu'elles seraient nécessairement synchrones. Le regard de l'autre n'est pas toujours approbateur. Et c'est exactement un peu à ça que, là je fais une parenthèse, que les thérapies existent, que la relation d'aide existe, peu importe le titre qu'on a, peu importe dans quel organisme qu'on est. Parce que toute notre vie, l'être humain est en recherche identitaire. Il va créer des moments, il va avoir des crises existentielles, des questionnements à savoir qui suis-je. Oh, quand on est enfant, ils sont moins là, mais adolescents, ils commencent à l'âge adulte, ils sont intenses et ils peuvent ne jamais se terminer. Parce que quand on est adolescent, on est confronté à des affaires qu'on ne connaissait pas. Quand on arrive jeune adulte, on est confronté aux exigences de la vie adulte, partir de la maison, vivre en appartement ou en maison, une première job peut-être, des études postsecondaires ou pas, voyager, se mettre en couple souvent. Et c'est pas toujours quand on est adolescent qu'on se met en couple. Puis des fois, ben, on crée un nouveau réseau social. Les amis, c'est pas les mêmes. Des fois, on a les mêmes. On veut créer une famille, c'est tout ça. Mais quand on arrive dans la trentaine, quarantaine, c'est là qu'il arrive aussi la formation de la famille, l'achat d'une maison, l'avancement dans une carrière ou la réorientation de carrière. Il y en a beaucoup. Donc, ça crée des crises. Après ça, on arrive quand on devient soit grand-parent ou quand on vient à la retraite. C'est d'autres questions, on vient à se poser. On est continuellement confronté à des crises existentielles. Donc, la relation d'aide, c'est à ça qu'elle sert. Pas juste à remplir des documents et des paperasses pour prouver quoi que ce soit. C'est aussi développer l'identité de l'autre personne. Nous sommes une personne neutre, un peu, qui crée une relation avec quelqu'un. C'est impossible d'être complètement distant et froid. Si on est dans une approche qui est complètement distante et complètement froide, la personne va probablement créer des perceptions d'elle-même qui seront erronées ou ils vont se reproduire dans la relation d'aide. Et habituellement, c'est la job justement du thérapeute ou de l'intervenant ou peu importe le titre qu'on a, de changer ce petit moment-là pour faire découvrir la réelle personne qu'elle est. Elle n'est pas que travailleur, elle n'est pas que mère, elle n'est pas que parent, elle n'est pas qu'étudiant, elle n'est pas qu'un payeur de taxes consommateur, elle n'est pas que ce que les autres pensent ou ce que moi je pense, quand les gens ils se tapent sa tête ou se culpabilisent. Donc la relation d'aide, c'est un peu à ça qu'elle sert, à redécouvrir la personne qu'on est, à développer quelque chose, une identité. Fin de la parenthèse. Ces deux perceptions bon. Une première lutte s'installe à l'intérieur de tout individu entre être soi et être en relation sans se perdre. S'installe aussi ce que
à la suite de nombreux auteurs, j'appelle la lutte pour le pouvoir émotionnel. Chacun veut que l'autre se conforme à ses attentes et lui accorde l'amour tel qu'il le perçoit. Cette lutte pour le pouvoir est fondamentalement saine en soi, mais elle devient trop souvent destructrice à cause de l'absence de la juste distance. Positive, elle permet à chacun des deux partenaires de se dire et de dire à l'autre ce que chacun attend, du nous, construit avec l'autre. Négative, cette confrontation se transforme en affrontement où chacun veut imposer sa conception du nous qu'il veut construire avec l'autre. Cet affrontement mine le respect et la confiance réciproque et se termine par des séparations ou la résignation d'un des partenaires, malgré les accalmies. Cette lutte pour le pouvoir sera d'autant plus destructrice que l'un des partenaires, mais généralement les deux, aura une faible ou une mauvaise perception interne de lui-même. Je dis les deux, parce que généralement, nous choisissons rarement un partenaire plus évolué, plus identifié ou différencié que soi. C'est pourquoi les psychologues disent que la personne choisie est notre miroir. Un peu, on fait ici une parenthèse avec les neurones miroirs que d'autres personnes utilisent. Et c'est pourquoi aussi les crises du couple deviennent des occasions privilégiées de croissance personnelle et conséquemment conjugale. Du moins pour les personnes désirant se remettre en question et voulant vraiment s'engager. Les autres démissionnent dès la première crise ou après certaines. Cette lutte pour le pouvoir prend différentes formes comme bon, cette lutte va prendre toutes les formes possibles, on les connaît ici. Le but, c'est pas que je les identifie, là. Ça sera pour d'autres moments. Cette lutte pour le pouvoir est certes influencée par des différences liées au sexe et au fait que chaque être humain est différent. Mais l'intensité de cette lutte est directement proportionnelle à la maturité émotive des partenaires. Plus les partenaires ont développé un sens développé de leur identité, plus il leur sera facile d'accepter que l'autre puisse être différent sans qu'ils s'en offusquent et se sentent menacés. Les membres d'un couple heureux savent qu'ils ne peuvent pas toujours être d'accord et que le couple qu'ils ont formé est au service des deux partenaires. Moins les partenaires seront différenciés, plus leur perception d'eux-mêmes dépendra de l'approbation de l'autre. Plus ils voudront fusionner, régressant ainsi au stade infantile de la codépendance. Moins ils auront apprivoisé leur vide existentiel, plus ils seront fusionnels. Ici, moins on est bien avec soi-même. Moins ils auront acquis une maturité émotive, plus leurs désaccords provoqueront des réactions émotives, plus l'un et l'autre seront en attente d'approbation, moins chacun voudra valider l'autre. Car valider l'autre veut alors dire se soumettre à l'autre. Les deux se retrouvent alors dans le cercle vicieux de la dépendance contre-dépendance. Chacun, en voulant conserver son autonomie, veut convaincre l'autre du bien fondé de sa perception. On comprend un peu le principe ici, là. Ce qui attire un cercle vicieux, là, c'est soumettre son partenaire de gré ou de force, se faire violence ou se soumettre aux volontés de son partenaire, se résigner à vivre en colocataire sans réelle intimité, se séparer. C'est un peu un cercle qui arrive, puis après ça, on recommence avec quelqu'un d'autre. Euh, voilà pour la partie la plus longue, je dirais, et la plus difficile. Quand on arrive à la partie 3 maintenant, le partage du pouvoir, quand on y arrive. Ici, c'est parce qu'on a trouvé le juste distance entre eux, les deux partenaires. La distance qui permet à chacun de satisfaire ses besoins d'intimité et ses besoins d'autonomie. Il doit prendre une certaine distance face à soi-même pour ça et avoir une conscience de soi assez développée. Encore une fois, c'est à ça que ça sert les consultations en relation d'aide. C'est aussi les deux acceptent d'être amants et ennemis intimes à la fois. Comme on vient de voir, chacun cherche à combler ses besoins, chacun cherche à vouloir être en fusion avec l'autre, mais chacun cherche à continuer d'être autonome, d'être différencié de l'autre, et ainsi, chacun a sa perception. Après ça, c'est comment on est capable de les arrimer ensemble, de les mettre ensemble, de faire en sorte que ça fonctionne. Pour ça, il faut accepter qu'il y a des moments où on va être des amants et à d'autres moments, on va ressembler à des ennemis. Mais on n'est pas des ennemis ici. Chacun aussi va exploiter les qualités de l'autre au profit du couple.
Ça veut dire que chacun va être capable de voir dans l'équipe qu'ils sont. Voici tes qualités, voici les miennes, voici dans lesquelles je vais utiliser tes forces pour le profit de nous ensemble. Et non l'inverse. Je donne un exemple ici. J'ai déjà passé un moment avec une personne dans ma vie où euh, côté finance, il fallait oublier ça. C'est tout moi qui gérais ça. Mais le but n'était pas de me montrer meilleur que l'autre. Le but n'était pas de taper sa tête. Le but était de lui montrer. Mais, mais en même temps, il y a des choses qu'il fallait que je fasse moi-même parce que même si ça faisait 56 fois que je lui montrais puis je lui expliquais, la personne me remettait quand même dans mes mains cette responsabilité-là. Fait que tant qu'à ça, je vais prendre la responsabilité et ça va être une force pour nous dans le couple parce que le but étant qu'on aille dans le même sens ensemble. Et de, de l'autre sens, c'est cette personne qui corrigeait tous mes textes à l'université pour être sûr qu'il y ait moins de fautes d'orthographe. Même si j'avais antidote, même si je regardais, même si les autres m'aidaient à les voir, j'avais quand même un paquet de fautes. Fait qu'au final, elle repassait dessus mon travail, puis les fautes étaient corrigées. Le reste du travail était bon, par exemple. Ça faisait juste mon orthographe. Fait que voilà, le partage du pouvoir, ça se résume à ça. Euh, Pas très compliqué. Puis il y a quatre, on arrive à l'engagement. C'est à peu près ce que rêvent tous les couples, je pense. Hein, pas nécessairement, mais je pense que c'est ce que le monde veut. Quand ils veulent être en couple, c'est le moment de l'engagement. C'est la création de projets à court, à moyen et à long terme. Il y a des rituels amoureux, familiaux. euh, Ils vont accepter les règles du jeu de l'autre. Le couple heureux va être en mesure de choisir et de partager les règles du jeu de chacun à des moments différents. Puis là, ici, des exemples concrets, ça pourrait être justement, ben moi, quand je fais telle affaire, c'est ma manière de fonctionner, l'autre a une autre manière. Euh, Quand on est rendu dans l'engagement, ben ça, on le sait. Puis des fois, on est prêt à laisser l'autre, ta manière pour le moment va te sécuriser, puis elle va être plus rapide. OK, on va le faire de même. Puis à un autre moment, pour une même situation, ça sera à mon tour parce que je trouve que telle affaire, ou tout simplement, un va dire, c'est vrai que de faire une recherche, mettons, pour faire du voyage, toi, t'es bonne pour faire, toi, t'es meilleur pour faire telle affaire, moi, je suis meilleur pour faire telle autre affaire. Fait que moi, je vais le faire de ma façon, toi, de ta façon, puis voilà, on mixe ça un peu ensemble. Là, on pourrait nommer des milliards et des milliards d'exemples, mais tout simplement pour dire que il va y avoir un partage. Puis des fois, les gens vont. Puis s'il n'y a pas de partage, des fois, un couple heureux va laisser l'autre vivre ce moment-là à sa manière. Et après ça, on va se réconcilier, mettons, se renouer. Il va y avoir une distance créée, après ça, on revient. Euh, Faire des choix et accepte aussi que cela soit de dire oui à certaines choses et de renoncer à d'autres. Parce que c'est ça, s'engager dans quelque chose. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. On peut pas tout avoir. C'est de laisser libre aussi l'autre. Il n'y a aucune imposition de règles. Parce qu'on n'est plus rendu là. Quand on impose quelque chose à l'autre, c'est quand on est encore à l'étape de la lutte de pouvoir. Là où on s'entend bien, c'est qu'on laisse libre l'autre personne. On n'exige pas la fidélité, la personne va donner sa fidélité. On n'exige pas la confiance ou l'honnêteté, la personne va la donner d'elle-même. Et si elle ne la donne pas, c'est qu'on n'est pas rendu à l'étape de l'engagement. Si tu n'as pas confiance en cette personne, on n'est probablement pas à l'étape de l'engagement. On est encore dans la lutte de pouvoir. Puis parfois, peut-être qu'on est rendu à la lutte de pouvoir, à l'engagement, puis ça se peut qu'on vienne à la lutte de pouvoir. Ça dépend des contextes de vie. Euh, Se rendre heureux de ce que leur partenaire leur offre au moment où ils l'offrent. Puis ça, je le dis souvent. Faut accepter ce que l'autre personne est capable de donner au moment où elle le donne. C'est ça, accepter l'autre telle qu'elle est au moment où elle l'est. Tu sais, on s'entend, on parle pas ici d'une tape sa gueule, là. On parle ici de je suis capable en ce moment de te donner cette attention-là, cet amour-là, ces contacts physiques-là à ce moment-là. Puis des fois, à un autre moment, il va en avoir plus. Ça va dépendre. Et c'est d'être en mesure d'accepter ça. Et tu sais, on pourrait donner l'exemple la plus trash, là. C'est le consentement.
C'est simple de même. Tu sais, dans la sexualité, il va y avoir des moments que oui, ça me tente plus, puis d'autres moments, ça va me tenter moins. On peut pas y arriver, ouais, mais hier, ça te tentait. Ça marche pas. On peut pas dire, ouais, mais là, tu sais, le mois passé, ça te tentait full, là, on l'a fait moins souvent. Ça, faut accepter ce que la personne est capable de donner ou au moment où elle le donne. L'exemple est peut-être très dégueulasse ou trash pour certains, mais ça reste la même pour donner de l'attention, donner de l'amour, donner des câlins, donner du temps. C'est la même affaire. Tu ne peux pas exiger de moi plus de temps. Il faut que moi j'ai envie de te donner ce temps-là. Si j'en ai pas envie, c'est pas que je m'intéresse pas à toi, tu sais. C'est j'ai une vie aussi, j'ai des préoccupations, j'ai aussi d'autres engagements dans la vie, comme le travail, comme la famille peut-être pour certains, d'autres amis, plein de choses. Les couples heureux ne remettent pas en cause leur couple lors de crise, mais dans leur énergie, à la place, ils vont être dans la résolution du conflit. C'est à peu près ça l'engagement, ce que ça décrit un peu à quoi ça peut ressembler. T'sais. Après ça, on arrive à l'ouverture sur autrui. Ici, les exemples qu'il donnait beaucoup dans la lecture que j'ai faite, c'est quand les gens, ça fait 60 ans, 50 ans qu'ils sont ensemble, qui ont des familles, qui sont prêtes à partager ce qu'ils ont comme amour à leur enfant ou à leur entourage, ou justement, ils vont aller faire du bénévolat, puis blablabla, puis tout parce qu'ils sont rendus à la retraite. T'sais. Ça peut être cette forme-là, mais c'est vraiment être en mesure de sortir de son cocon un peu, de sortir, tu sais, parce que souvent quand on est en couple très intime, enfermé, on partage à nos amis, mais on partage pas trop notre amour à nos amis, tu sais. On va partager nos intérêts. C'est un peu là quand on est à l'ouverture sur autrui, tu sais. On va être bien dans notre couple, puis on va le partager aux autres sans que ça fasse chier les autres de un, et de deux, sans que ça mette mal à l'aise qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tout simplement parce qu'on est ce qu'on est en couple avec la personne. Puis on est bien avec, puis je vais le dire un peu de manière directe, on s'en fout un peu du regard de l'autre puis des jugements des autres. On le partage parce qu'on est content d'être ensemble, puis on est content. On veut pas nécessairement que les autres le voient, le vivent. Là. On n'est même pas dans ça. On est plus dans on est ce qu'on est puis on le montre. T'sais. Mais là, à place d'être moi je suis tout seul puis je le montre, c'est voici ce que je suis puis voici ce que nous sommes aussi. Fait que les couples heureux ont su passer par-dessus et de résoudre les illusions et les fausses croyances concernant le couple et l'amour. Et ça, on va le voir dans notre prochain épisode, les mythes et les illusions en amour. Je vous remercie et au revoir.